Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stades qu'elles en soient. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est disponible aussi en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Elodie. D'abord chargée RH, puis contrôleuse de gestion pendant 10 ans dans une boîte de transport. Elodie est aujourd'hui la fondatrice de Goodbye Lorette, une marque de chapeau artisanale made in France avec foulard interchangeable. Après avoir fait une école de commerce et après avoir hésité avec psychologue, Elodie prend un poste de RH dans une boîte de transport. Très humaine, elle souhaite aider les gens sur le terrain. Elle exercera ensuite comme contrôleuse de gestion dans la même boîte. 10 ans plus tard, 4 enfants plus tard, et alors qu'ils ont tout sur le papier, un job de rêve chacun avec son mari, un bel appartement, 4 enfants dans les meilleures écoles de Paris, elle a l'impression d'étouffer. Elle cherche du sens à ce qu'elle fait. Il décide alors sur un coup de tête de tout quitter pour déménager à Berlin. Son mari étant franco-allemand, ils souhaitent faire découvrir à leurs enfants leurs origines allemandes. Une douce folie selon ses mots. Grâce à son expatriation, Elodie se découvrira plus forte qu'elle ne le pensait et c'est là que l'idée de Goodbye Lorette a pris vie. Goodbye Lorette existe aujourd'hui depuis 2 ans et est entièrement made in France. Elodie nous raconte les débuts de la marque, à la base marque pour enfants. Elle nous donne des conseils hyper concrets pour lancer une marque de mode et nous parle de la femme Goodbye Lorette, une femme forte et fragile à la fois. Mais Elodie a partagé bien plus au micro d'Oser la reconversion. Son enfance, ses failles, sa vie d'expat à Berlin, sa fierté d'avoir su partir et tout recommencer, les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Vous allez voir, Elodie raconte très bien son histoire et est hyper émouvante. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Elodie. Bonjour Elodie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, écoute, moi je suis ravie aussi d'être avec toi. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? J'ai créé Goodbye Lorette, donc une marque de chapeaux, une marque française en fait de chapeaux qui sont réalisés en France à côté de Toulouse et de foulards interchangeables qui sont imprimés à Lyon et ensuite confectionnés à la main à Paris. Et donc voilà, donc je suis la créatrice de la marque Goodbye Lorette lancée en 2019, en octobre 2019, donc ça fera presque 2 ans. Je suis trop contente franchement de t'accueillir parce que moi c'est une marque que je suis depuis longtemps. Franchement, il y a une assez grosse présence sur Instagram. Tu nous en parleras un peu après. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton premier métier et un peu de ton parcours parce que ça n'avait rien à voir? Oui, tout à fait. Écoute, moi j'ai commencé ma carrière il y a à peu près 14 ans, ça me rajeunit pas. Et au début, effectivement, pas du tout dans les chapeaux, parce qu'en fait, moi j'ai commencé d'abord en RH et ensuite j'ai fait du contrôle de gestion. Donc j'ai passé le gros de ma carrière, enfin en tout cas pour mes premiers boulots, j'ai passé le gros de ma carrière plutôt en opérationnel, donc j'étais beaucoup sur le terrain. Et puis en fait sur le dernier poste, j'étais plutôt au niveau du siège, où là effectivement j'étais en correspondance avec la région, puisque j'étais en charge en fait de tout ce qui était réponse à appel d'offres dans le secteur d'activité dans lequel j'étais. Et donc voilà, mais j'ai passé quasiment 10 ans sur le terrain, enfin voilà, parce que c'était vraiment ce qui me plaisait. Enfin, je crois que en tout cas, moi, les ressources humaines, je les concevais pas autrement que sur le terrain, avec les personnes que j'avais à gérer. J'étais dans une entreprise en fait de service, de transport, pour être tout à fait exact. Et en fait, mes premiers boulots, c'était d'être manager. Donc, je manageais des gens sur le terrain. Et donc voilà. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis après, j'étais beaucoup d'astreinte. Je passais beaucoup de temps en fait à travailler le week-end, etc., le soir, en horaire décalé. Et en fait, j'ai eu un premier enfant, puis un deuxième enfant, puis un troisième enfant. Et là, ça devenait un petit peu compliqué et tout, d'avoir autant d'horaires décalés. Mon mari était beaucoup en déplacement. Et donc, j'ai souhaité en fait me reconvertir plus dans le contrôle de gestion, mais un contrôle de gestion en fait qui reste très opérationnel. Donc, finalement, en fait, c'était un contrôle de gestion qui était très transversal au niveau de l'activité. Et donc voilà, donc j'ai fait ça aussi quelques années. Et puis sur mon dernier poste, en fait, on a voulu bénéficier en fait de mon expertise, enfin de mes connaissances que j'avais pu acquérir toutes ces années en fait sur le terrain, pour pouvoir passer en fait un peu de l'autre côté et être en charge en fait de tout ce qui était réponse à appel d'offres sur le secteur d'activité pour lequel j'avais été sur le terrain pendant 10 ans. Ton premier métier, comment ça t'était venu? Est-ce que c'était un souhait de tes parents? Comment tu t'es retrouvée à faire du contrôle de gestion? Alors en fait, pour la petite histoire, moi je suis fille de médecin. Nous on est 6, j'ai 5 frères et sœurs et tout. On est vraiment,
ils se sont tous orientés dans une démarche de soins. J'ai des psychologues, des dentistes, des avocats, mais toujours vraiment orientés vers les autres. Et en fait, moi, j'ai vraiment grandi dans une famille. Enfin, mon père, quand il a commencé à pratiquer en tant que médecin, ils sont partis au Gabon. Et je pense qu'effectivement, c'est un élément qui est important à comprendre parce que c'est vraiment ce qui a bercé, en tout cas, toute mon enfance et la façon dont on a été éduqués. On a vraiment été éduqués dans une perspective de générosité, d'altruisme, etc. Enfin, mes parents ont toujours été extrêmement tournés vers les autres, etc. Enfin, très impliqués en fait dans des associations, dans des démarches en tout cas qui sont vraiment tournées vers les autres, etc. Et donc forcément, quand moi je me suis posé la question à savoir ce que j'avais envie de faire, assez naturellement au départ, je m'étais dit bah voilà, j'ai envie d'être psy, j'ai envie, enfin en tout cas, j'avais vraiment envie d'être dans un métier en fait qui soit vraiment tourné vers les autres. Donc pendant très longtemps, je m'étais posé la question à savoir si j'avais pas envie d'être avocate aussi, mais plutôt avocate pour les enfants. Et puis en fait, à 18 ans, je crois que j'étais un peu larguée. Disons les choses un peu sérieuses, voilà, les choses un peu clairement. Je crois que j'étais un peu perdue, je savais pas très bien. J'avais envie d'être psy, mais en même temps, je me disais oh là là, je suis quand même quelqu'un qui suis extrêmement sensible, etc. Et donc j'avais peur. En même temps, ça me donnait vachement envie, et en même temps, je pense que tout ce pathos, etc. en fait, me faisait extrêmement peur. Et donc j'avais peur en fait de sombrer moi-même et de pas être capable en fait emmagasiner. Ouais, d'emmagasiner en fait toutes les problématiques des autres, etc. Et puis en fait surtout de pas réussir en fait à faire la rupture entre le patient et moi. Et donc voilà, parce que cette hypersensibilité, parce que ce vraiment aussi ce goût en fait que j'ai pour les autres, mais qui m'a été vraiment transmis, je pense, par mes parents. Quand il a fallu que je prenne une décision, je me suis dit bon, je vais prendre la voie un peu facile. En l'occurrence, je vais faire une école de commerce, tout en me disant bah finalement si j'ai envie de me réorienter, ce sera plutôt assez facile, mais en tout cas j'aurai un diplôme qui soit suffisamment généraliste pour pouvoir avoir le choix après de ce que j'ai envie de faire. Et en fait, l'idée de base, c'était de dire, voilà, je fais une école de commerce, mais dans une perspective, en fait, de faire des ressources humaines. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien pouvoir les faire aussi un peu différemment. En tout cas, je me voyais pas les faire dans un bureau, je les voyais pas. Enfin voilà, en fait, j'avais des grandes ambitions, et donc je savais pas très bien comment j'allais les mettre en perspective, en tout cas sur le terrain ou en tout cas dans mon entreprise. Mais en tout cas, j'avais vraiment pour idée, enfin dans l'idée en fait, voilà, de faire des ressources humaines, mais de pouvoir en tout cas introduire de l'humanité. Pourquoi pas aussi être dans une démarche de soins. Enfin, alors bien évidemment, moi mes parents ils ont jamais travaillé en entreprise, donc c'était un monde aussi qui m'était un peu inconnu quoi. Donc c'était ça aussi un peu la folie, c'est que en fait je parlais des entreprises. Mais en fait, personne n'avait jamais été en entreprise chez moi. Et donc voilà, mon père, c'était vraiment le médecin de campagne, comme on peut l'entendre, enfin, à l'ancienne, quoi. C'était vraiment, il a toujours pratiqué la médecine comme ça, il a toujours voulu être médecin, etc. Et donc, en fait, je me disais, bah, finalement, après tout, moi, peut-être que les ressources humaines, on peut aussi, en tout cas, on peut le faire vivre de cette manière-là. Et donc voilà. Donc en tout cas, j'étais pleine d'illusions. Je savais pas très bien comment j'allais réaliser le truc, mais en tout cas, j'avais plein d'idées et je m'étais dit, mais finalement, c'est peut-être pas forcément antinomique que d'aimer la psychologie et tout en ayant envie aussi de travailler en entreprise. Et puis donc j'ai commencé mon école de commerce et en fait je me suis rendu compte très très vite que c'était pas du tout mon truc. Et donc voilà, bon, sauf que une fois que on a payé une première année, mes parents ils m'ont dit bon, t'es bien gentil, mais en fait tu vas aller jusqu'au bout, hein. En fait c'est un peu ce que j'ai fait. Enfin entre ma 4e et ma 5e année déjà je suis partie en Afrique. Parce que je pense qu'effectivement j'avais besoin aussi de répondre un peu à cet appel. Enfin, on m'avait toujours parlé d'Afrique, mes parents nous avaient toujours parlé d'Afrique, etc. Parce que c'est vraiment je pense que c'est vraiment ce qui a bercé un peu notre enfance. Et puis c'est vraiment, je pense qu'en tout cas ça a été leur dynamique dans la façon dont on a été élevés, etc. Et donc voilà, donc je suis partie là-bas en tant que bénévole. Et puis quand je suis revenue, moi je suis passionnée de musique, j'ai fait beaucoup de piano et donc j'ai travaillé en tant que bénévole dans une association en fait qui accueillait des SDF, mais qui était à la rue depuis un paquet d'années, qui était complètement, désengagé, complètement marginalisé en fait en marge de la société, etc. Et donc j'ai fait ça pendant quelques mois à mon retour d'Afrique. J'ai créé des ateliers en fait de réinsertion sociale à travers la musique. Et donc voilà. Donc en tout cas, ça a été une expérience
assez incroyable. Il y a eu aussi des désillusions parce que c'est vrai qu'on s'imagine qu'effectivement en fait tout est beau, tout est joli, et sauf que en fait c'est des gens qui ont vécu aussi un vrai traumatisme. Enfin, les histoires sont pas si simples que ça, et on est confronté à des gens qui ont été un temps, qui ont eu des grands métiers. Moi, je me souviens notamment d'un monsieur qui était, prof d'histoire à la fac, etc., extrêmement brillant, etc. Et puis un jour, il a perdu pied, et puis il s'est retrouvé à la rue. Et souvent d'ailleurs suite à des ruptures. Et donc voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça m'a donné vachement à réfléchir. Et donc après, j'ai fait un master en RH. Et en fait, à l'issue de ce master, je me suis dit, ok, bon, au vu de tout ce que j'ai vécu, moi, clairement, j'ai pas du tout envie, en tout cas, ça, je le savais déjà depuis assez longtemps, mais en tout cas, ça l'avait confirmé, j'ai pas du tout envie d'aller dans un bureau. Et donc, pourquoi pas postuler justement dans une entreprise où c'est avant tout une entreprise de main-d'œuvre, et pour lequel, effectivement, je pense qu'il y a des vrais sujets sociaux. En tout cas, il y a une vraie problématique, en fait, sociale. Il y a un vrai travail en fait à entreprendre, en tout cas sur le plan opérationnel. Et donc j'ai décidé voilà de postuler dans cette entreprise-là, et pour lequel j'ai été embauchée. Pour le coup, en fait, ils mixaient un peu les profils, c'est-à-dire qu'ils prenaient les gens qui avaient été en opérationnel, enfin qui avaient été embauchés en tant qu'opérateurs, qui avaient gravi les échelons, et puis au terme d'une association professionnelle, s'étaient retrouvés à des postes à responsabilité. Et puis ils prenaient des profils, ce qu'ils appelaient eux haut potentiel, mais haut potentiel de rien du tout. Enfin voilà, c'était juste des gens qui avaient fait des études, etc. Et donc voilà, donc c'était ça aussi qui était hyper intéressant, c'est que pour le coup, moi je me suis retrouvée avec des gens qui étaient vraiment issus du sérail, qui étaient vraiment issus du terrain, etc., avec des responsabilités qui étaient les mêmes, sauf que moi j'avais 23 ans et eux en avaient 55. Et donc voilà, donc ça a été une expérience. Et donc j'ai postulé en fait, et j'ai été prise pour un poste justement donc très opérationnel, à manager des opérateurs. Donc j'avais à peu près une centaine d'opérateurs à gérer. Et donc voilà. Donc ça a été une expérience hyper, qui, je pense en tout cas, qui ne s'oublie pas, parce que je me suis pris des bonnes claques aussi. Quand on se retrouve à gérer des gens qui ont parfois l'âge de votre père, c'est pas toujours facile, etc. Et puis il y a aussi toute la question de la légitimité. Il y a toute la question aussi de la subtilité, en fait. Comment faire pour gérer des gens qui ont derrière une vie en tout cas nettement plus riche que la vôtre. Et puis donc j'ai fait ça pendant quelques années, et ensuite j'avais un peu le choix, soit effectivement je faisais le choix en fait d'aller au siège social, soit j'ai décidé de rester en opérationnel. Et donc en fait j'ai fait le choix de rester en opérationnel, et je me suis reconvertie en tant que contrôleur de gestion. Et ce qui n'était absolument pas ma formation initiale. Donc bien évidemment j'avais fait une école de commerce, donc j'avais fait la gestion, je savais faire de la compta, du contrôle de gestion, etc. Mais en tout cas c'était pas ma formation initiale. Il a fallu tout apprendre. Alors après, c'est vrai que c'est un peu l'avantage quand vous êtes on fait du contrôle de gestion, en tout cas en opérationnel, c'est qu'effectivement il y a aussi une histoire d'intuition, il y a aussi une histoire de compréhension en fait de l'opérationnel. Parce que en fait, comment on définit un contrôleur de gestion? Il faut imaginer que vous êtes dans une voiture de course. Il y a une personne qui est au volant, donc qui va être le directeur de l'unité opérationnelle, pour laquelle vous travaillez. Et ensuite, vous avez le contrôleur de gestion. Le contrôleur de gestion, c'est celui qui porte la carte. C'est celui qui va donner en fait la direction. Donc effectivement, le fait d'avoir fait quelques années en tout cas sur le terrain, et d'avoir vraiment eu les mains dans le cambouis, pour le coup, effectivement, ça me donnait en tout cas cette capacité en fait à interpréter en fait l'opérationnel, et puis aussi à avoir les bons codes, à te dire voilà, en fait effectivement on peut prendre cette décision là, on peut décider d'embaucher ou au contraire en fait de réduire les effectifs, mais derrière en fait non, quelles peuvent être les conséquences, en tout cas sur le plan opérationnel, les conséquences elles sont celles-ci. Voilà, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis après avoir eu un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième enfant, et d'avoir passé beaucoup de temps à travailler le week-end, parce que j'étais très souvent d'astreinte, je travaillais la nuit, je travaillais le matin très 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 tôt, et puis j'avais un mari qui était très peu là, parce que au début il avait un métier où il voyageait beaucoup, et puis ensuite il a monté sa boîte. Bon, bref, c'était un peu compliqué en fait de tout combiner en même temps. Sur mon dernier poste, à mon retour de congé mat, j'avais été cherchée pour venir pour faire un métier qui est beaucoup plus en soutien, mais qui nécessite aussi cette vraie connaissance en fait de l'opérationnel. J'ai été recrutée en fait sur ce poste-là, toujours dans la même boîte là, mais pour faire tout ce qui est réponse à appel d'offres sur le sujet pour lequel j'avais travaillé pendant presque 10 ans. Mais là, pour le coup, on était vraiment sur un poste qui était beaucoup plus stratégique, parce que j'étais vraiment
en liaison directe en fait avec les directeurs d'unité, voire avec la région, voire avec le big boss de la boîte dans laquelle j'étais. Enfin bon, bref. Donc c'était beaucoup plus stratégique. J'avais jamais fait ça, mais en même temps c'était hyper excitant aussi. Sauf que après 4 mois de retour de congé mat, je me souviens avec mon mari, on s'est un peu posé la question. C'était un soir de janvier 2017. On s'est un peu posé un soir en se disant bah voilà, en fait on a fait un peu le bilan de notre vie, en se disant bah voilà, ça fait presque 10 ans qu'on est mariés, on a eu 4 enfants, c'est super chouette. Mon mari, il a monté une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes. Il s'est planté, il a réussi des grandes choses, mais il s'est aussi planté. Entre-temps, lui, il avait retrouvé du boulot, après avoir décidé en fait d'arrêter son aventure entrepreneuriale. Puis en fait, entre-temps, le temps de réfléchir un peu à ce qu'il avait envie de faire, entre-temps, il a réussi à trouver un boulot qui était un super job. Et donc voilà, et donc moi j'étais sur un super job, c'était le job que j'avais attendu pendant 10 ans, lui il était sur un super job, sauf que il y avait quand même un truc qui nous allait pas. Voilà, en fait, on n'était pas tout à fait, enfin voilà, il nous manquait en tout cas quelque chose. Un soir de janvier 2017, on se dit bon bah voilà, en fait, voilà, on a fait un peu le bilan, on se dit bon bah voilà, on a eu 4 enfants. Lui a monté une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes. Moi, j'ai passé 10 ans dans la même boîte. Me voilà enfin au poste que je voulais. Lui, il est sur un super job avec des perspectives de dingo. Mais en fait, maintenant, de quoi on a envie? Pour la petite histoire, en fait, mon mari est franco-allemand. Nos enfants déjà à Paris étaient déjà dans un parcours en fait en scolaire, en partie en tout cas allemand. Mais donc voilà, donc en fait on avait tout, c'est-à-dire que nos enfants étaient à l'Akita, Gare de l'Est, notre aîné était dans la super école du 9e arrondissement que tout le monde veut avoir, enfin bon bref. Et en fait on s'est dit bah je crois qu'on a envie d'autre chose, en tout cas on a envie d'aventure, on a envie d'aller voir un peu ailleurs. Et si on partait tout en se disant on est quand même un peu bébête. Ça fait 10 ans qu'on construit notre vie. Ça fait 10 ans qu'on construit notre parcours professionnel, etc. On a enfin les écoles qui vont bien, qui vont assurer à nos enfants, en tout cas, un super parcours scolaire, etc. Et en fait, on a envie de tout quitter. Bah ouais, en fait, on a envie de tout quitter. Et en fait, la vie, comme quoi, finalement, la vie est toujours bien faite. Enfin, il n'y a jamais de hasard, je crois. 5 mois après, coup de téléphone de mon mari qui me dit, bah voilà, Elodie, en fait, je viens d'être chassée et on me propose un poste à Berlin. Qu'est-ce que je fais? Moi, je me dis, putain, ça fait quand même pas 9 mois que je suis en poste. J'ai été formée pendant 6 mois. C'est possible que ce soit pas très bien vécu. Et en même temps, c'est la vie. Et si on y allait? Et en fait, il a dit oui. Et un mois après, on était partis. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il a eu le poste au mois de juin et le 20 août 2017, on était à Berlin. En même temps, c'était complètement enfin, il y avait un côté un peu fou parce que moi, je suis arrivée ici. Enfin, c'est-à-dire que la veille, quelques semaines avant quand même, mais je me suis dit, en fait, il va falloir que je parte. Enfin, j'avais jamais même réalisé qu'en fait, si on décidait de partir à Berlin, ça veut dire que bah, derrière, je partais de la boîte dans laquelle j'étais. Il fallait que je dise à mon patron que j'allais partir. Falloir trouver en fait des écoles, enfin bon bref, et puis surtout accessoirement je parlais quand même pas un mot d'allemand. Donc qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie à Berlin alors même que j'arrivais dans un pays que j'avais jamais vu de ma vie, donc que j'avais jamais visité, et donc voilà, enfin juste une fois de manière très expéditive, 24 heures, mais donc bref, c'était quand même un vrai sujet. Et c'était une douce folie. Et donc en tout cas pour ma part, moins pour mon mari parce que bien évidemment, étant franco-allemand, c'était beaucoup moins un sujet. Mais et puis pour mes enfants aussi, parce que mes enfants parlaient déjà très bien allemand et tout, ont toujours parlé allemand avec leur papa et tout. Mais bon, bref, c'était quand même une sacrée aventure. Quand vous avez commencé à vous poser des questions, ça fait 10 ans, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour ces questions? C'est arrivé comme ça? En fait, je pense qu'il y a eu plein de choses. En fait, moi, j'ai jamais grandi à Paris. Enfin, j'ai grandi en fait en région parisienne. Et je pense qu'effectivement, donc on était extrêmement bien à Paris. Hein. On était vraiment, vraiment très, très bien. Mais en même temps, je pense que j'avais un peu l'impression aussi d'étouffer. Et puis, je pense que voilà, ça fait 10 ans que j'étais dans la même boîte. Finalement, on m'avait confié une très belle responsabilité, mais je crois que
ça fait quand même 10 ans que je me posais la question à savoir ce que j'avais vraiment envie de faire en fait. Enfin, c'est-à-dire que en même temps, c'était super, j'avais vécu plein de choses, etc. Et en même temps, il y avait quand même aussi cette insatisfaction de me dire, je suis complètement, enfin, tout ça n'a pas de sens en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Je suis pas hyper heureuse. En tout cas, dans mon boulot, je suis pas hyper heureuse. Et ça fait pas de sens. Enfin, en tout cas, j'avais du mal à trouver du sens en fait à ce que je faisais, même si sur le plan opérationnel, enfin, du sens, il y a que ça en fait. Vous travaillez pour des gens. Moi, j'avais vraiment pour perspective aussi que ce soit des gens qui se sentent bien dans leur boulot, leur donner aussi une vision, en tout cas dans leur une perspective en fait, en tout cas dans leur boulot, etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça faisait quand même 10 ans que je pleurais en me disant, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas heureuse et je suis pas là où il faudrait que je sois en fait. Ouais. Donc, en tout cas, il y avait cet élément-là en me disant, à un moment ou à un autre, soit je peux vivre comme ça éternellement, soit à un moment ou à un autre, il fallait quand même que je me pose sérieusement la question à savoir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie. Et donc voilà. Donc il y avait cet élément-là, sachant que quand j'avais commencé ma carrière, j'avais repris en fait des études en parallèle, donc en cours du soir, pour faire psycho, en me disant bah finalement c'est un fantasme que j'ai en fait depuis des années. Finalement, je suis jamais allée au bout de mes démarches. Et si finalement ça avait vraiment été psycho. Donc j'ai fait ça pendant quelques années en cours du soir et puis en fait j'ai fini par arrêter en me disant non, je pense qu'effectivement psycho c'est pas ce que je veux faire. Donc il y a quelque chose, clairement j'adore, c'est hyper intéressant et tout. Enfin j'ai adoré ces années en cours du soir, en cours à distance, etc. J'ai adoré, mais c'est pas encore ça. Et donc voilà. Mais bon, au bout de 10 ans, bah c'est vrai qu'effectivement j'avais commencé à travailler en 2007, donc 2017, ça fait vraiment 10 ans que je travaillais. Et en fait, bah, au bout de 10 ans, je me suis quand même posé la question en me disant, à un moment ou à un autre, il va quand même falloir que je me bouge un peu les fesses et que je réfléchisse sérieusement, en fait, à ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie. En tout cas, sur le plan professionnel, hein, toujours pareil. Voilà. Et puis après, je pense qu'effectivement, j'étais dans une boîte où avoir 4 enfants, c'était vraiment vu comme une douce folie. Tout le monde se posait vraiment la question à savoir qu'est-ce qui m'était bien passé par la tête à vouloir 4 enfants. Bien évidemment, je bossais à plein temps, mais je bossais comme une malade. Et en fait, c'est aussi un peu ce qu'il en était sorti ce soir de janvier 2017. C'est en fait, on bosse comme des dingues, mais finalement, est-ce que c'est vraiment de ça dont on a envie ? Donc, bosser, finalement, c'est quelque chose qu'on aime, hein, mais est-ce que c'est vraiment la vie qu'on veut ? Et puis, il y avait eu aussi les attentats. Et en fait, je pense qu'effectivement, suite aux en plus, nous, on habitait donc dans le 9e arrondissement. À chaque fois qu'il fallait, enfin, on n'était pas très loin des Galeries Lafayette. Et en fait, le hasard fait que au moment des attentats, moi, j'étais enceinte de mon 4e. Et en fait, ça a créé des espèces d'angoisse. Je me souviens notamment 4 jours après les attentats. Enfin, déjà le dimanche. Suite aux attentats, on revient. Le hasard a fait qu'on était en week-end ce week-end-là. On revient et là, il y avait une cohorte de policiers. Il y avait une quarantaine de fourgons en fait en bas de notre immeuble. Donc ils nous ont fait monter dans l'immeuble en disant, monter. Et en fait, il y avait une voiture piégée. On était juste à côté. Et il y avait une voiture piégée, etc. Et en fait, donc on est resté prostré dans notre appart pendant 4 heures, etc. Mais en fait, suite à ça, moi, ça a créé des espèces d'angoisse. 4 jours après, j'étais dans le métro et tout. Le métro est resté bloqué. J'ai fait une espèce de crise d'angoisse. Je suis rentrée chez moi et je suis restée toute la journée planquée sous mon lit. Et en fait, voilà. Donc ça a créé, en fait, je sais pas, un sentiment un peu bizarre. À chaque fois que j'allais aux Galeries Lafayette, j'y allais vite fait en disant, oulala, bon. Puis je trouvais qu'il y avait, je sais pas, une espèce de sentiment un peu étrange en fait à Paris. Tout le monde avait fini par avoir peur de tout le monde, etc. Et en fait, je me disais, mais finalement, notre responsabilité aussi en tant que parents, c'est aussi d'ouvrir l'esprit à nos enfants et de dire, mais en fait, je crois que j'avais vraiment envie de leur ouvrir. Dire il y a pas que Paris finalement, enfin voilà, ça fait 10 ans qu'on était là et j'avais vraiment aussi un peu envie d'aller voir le monde en fait, c'était vraiment ça. Et de pas subir peut-être. Ouais, de pas subir. Après, bien évidemment, enfin, je dis absolument pas que Paris est hyper étroit d'esprit, pas du tout, hein. Mais la seule chose, c'est qu'effectivement, je crois que j'avais vraiment envie j'avais envie de prendre l'air, en fait, j'avais vraiment envie de partir. Et puis après, le deuxième élément, c'est que, bah, nos enfants étaient franco-allemands, parlaient allemand avec leur papa. Et en même temps, bah, en fait, ils étaient allemands de rien du tout. Enfin, c'était un pays, on y allait très très peu, etc. Donc c'était quand même assez étrange en fait qu'ils parlent une langue d'un pays qu'ils connaissaient finalement très peu. Et donc voilà, mon mari il est donc franco-allemand, mais il avait grandi en France. Je crois qu'il avait aussi on lui avait toujours dit en fait qu'il était allemand, mais en fait
c'est quoi être, enfin, donc je crois qu'il avait aussi envie de partir vivre en Allemagne, enfin en tout cas partir pour vivre aussi pleinement ce qu'on lui avait toujours dit en fait qu'il était quoi. Puis après aussi dans le dernier point, c'est que moi j'ai toujours grandi au même endroit, etc. Et je crois que j'avais très envie aussi de savoir faire ça en fait, de savoir partir, de savoir aller ailleurs, de savoir tout recommencer, etc. Je crois que c'était quelque chose aussi qui me faisait super peur, mais en même temps j'avais envie d'être capable de le faire. Et j'avais envie que mes parents, enfin mes enfants, et surtout soient capables aussi de et cette capacité en fait de se dire bah en fait je suis ici et puis demain je suis ailleurs et puis je suis capable de m'adapter et puis je suis capable de en plus moi je suis extrêmement mauvaise en langue étrangère et tout et donc je trouvais que c'était déjà complètement fascinant quand je les entendais parler de switcher du français à l'allemand. Je trouvais ça complètement dingue et en fait je me disais mais c'est une telle richesse en fait que d'être justement sur deux cultures. Et enfin, j'avais notamment une copine qui s'appelait Constance, etc., qui avait toujours vécu à l'étranger, etc. Et je la trouvais complètement fascinante cette fille, d'être capable en fait de s'adapter à n'importe quel interlocuteur, de switcher en français, puis en anglais, puis en espagnol. Puis, enfin, je trouvais que c'était vraiment fabuleux. Et je crois que j'avais aussi envie de donner ça un peu à mes enfants. Enfin, cette capacité en fait d'être ouvert sur le monde. Enfin, enfin, ce que moi j'étais, enfin en tout cas je considérais ne pas forcément être capable. Enfin voilà, j'avais toujours grandi au même endroit et j'avais envie, je crois, de mettre un peu au défi aussi de savoir partir et de tout recommencer à zéro et d'apprendre une nouvelle langue et enfin voilà. Donc il y a eu plein de choses, en tout cas qui ont été des éléments déclencheurs. Après, je n'imaginais absolument pas que j'allais partir 6 mois après, quoi. Enfin, en tout cas, c'était, en tout cas, on était encore dans un certain flou et en disant bon, bah, je sais pas très bien comment on va pouvoir satisfaire en tout cas cette envie-là, et bon. Sauf que la vie a fait que ça s'est fait très vite et je crois que c'est très bien d'ailleurs que ce soit très vite, enfin fait très vite, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu trop le temps de se poser des questions. À part le fait que où est-ce qu'on va pouvoir bien vivre. Enfin, il faut qu'on trouve un appart maintenant. Mais où est-ce qu'on va trouver un appart parce qu'en fait, on connaît pas du tout. Et puis bah voilà, quels sont les choix en fait qu'on décide de faire pour nos enfants. Est-ce qu'on fait le choix en fait d'une école française, d'une école allemande, etc. Mais bon, bref, on a eu quand même pas trop le temps de se poser trop de questions. Et je crois qu'effectivement, c'est ça aussi qui fait que cette aventure a été belle dès le départ, c'est qu'en fait, voilà, ça a été assez soudain, mais en même temps, ça a été assez chouette. Voilà. Comment ça s'est passé vos premiers jours à Berlin ? Alors au début, ça n'a pas été simple. Enfin, ça n'a pas été simple parce que très vite, en fait, mon mari a... Enfin, déjà, en fait, le départ de mon entreprise, c'est pas hyper bien passé. Ça a été un peu violent parce que eux s'attendaient pas du tout à ce que je parte et ce que je comprends tout à fait. Enfin, c'est-à-dire que eux, ils étaient venus me chercher, ils m'avaient formée pendant 6 mois et 6 mois après, je leur explique qu'en fait, bah, je pars. Donc, je comprends qu'effectivement, ils sont un peu sonnés, en tout cas, quand elle a la nouvelle. Et donc voilà. Mais bon, le départ, c'est pas très, très, très bien passé. Donc, c'est vrai qu'effectivement, ça s'est fait un peu dans la douleur. Donc en même temps hyper excitée et en même temps voilà un peu meurtrie aussi par la façon dont ça a été fait parce que j'ai vraiment eu l'impression de partir un peu comme une voleuse. Enfin, en tout cas j'aurais aimé que ce soit plus dans la joie que ce que ça n'a été. Et puis en fait mon mari très vite en fait a commencé son job et donc sauf que il s'est trouvé très vite en déplacement et donc je me suis retrouvée ici avec mes 4 enfants parlant pas allemand. Et là, je me suis dit, ok, et donc maintenant, comment ça se passe pour moi? Et donc voilà. Donc au début, non, ça a été, voilà, en même temps, très heureuse, très excitée et tout, par cette nouvelle aventure. Et en même temps, je me suis retrouvée quand même un peu seule, quoi, enfin, dans cette ville absolument gigantesque en plus, sans voiture, parce que pour la petite histoire, la voiture nous a plantés au moment où nous avons fait Paris-Berlin. Donc le jour où nous sommes partis pour Berlin de manière définitive, la voiture nous a lâchés sur l'autoroute à Cologne. Donc nous sommes arrivés à Berlin sans voiture, sans rien. Moi, je parlais pas un mot d'allemand. Quand j'allais faire mes courses, je comprenais rien du tout. Une fois sur deux, j'achetais, je sais pas, des tomates Polier au lieu d'acheter de la sauce tomate. Alors ça paraît tout bête, mais en fait, quand on arrive, qu'on se sent quand même très seul et qu'en plus on mange super mal parce qu'en fait, on n'achète pas du tout ce qu'on avait envie d'acheter. Et oui, et en plus pour la petite sœur, quand on est arrivé, on n'avait pas de cuisine. Donc en fait, on a mangé des tomates pendant quelques semaines et donc voilà. Donc en plus le fait de pas bien manger, moi c'est vrai que je suis assez gourmande par nature et donc voilà. Donc les débuts ont été un peu difficiles. Donc très vite, on était là depuis 2 semaines, j'ai commencé les cours d'allemand. Je m'étais dit, ouh là là, allez, dans 2 mois, je parle. Et puis en fait, pas du tout.
En fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. J'étais pas du tout bilingue. Je parlais pas du tout au bout de 2 mois. Je comprenais même rien du tout au bout de 2 mois. Donc, les débuts ont pas été simples. Et puis bon, après, je pense que ça dépend des natures. Moi, je suis très copine. Enfin, j'adore mes copines. Enfin, je pense qu'effectivement, on l'a bien compris. Moi, j'adore les gens. J'ai vraiment besoin d'être entourée. Enfin, d'être entourée. J'ai vraiment besoin de voir du monde. Enfin, ça contribue en tout cas très largement à mon épanouissement et à mon bien-être. Et donc là, j'étais toute seule. Mon mari était pas là. Bon, mes enfants, soit étaient là, mais bon, ils étaient à l'école. Jusqu'au jour où j'ai commencé à me faire des copines, et là, déjà, ça allait mieux. donc voilà. Bon, l'allemand, c'était toujours pas ça, mais les copines, c'était déjà mieux. Donc déjà, enfin, je me souviendrai toujours de la première invitation qu'on a eue. Enfin, là, c'était déjà, c'était waouh. Enfin, je pense qu'effectivement, en tout cas, quand on arrive comme ça dans une nouvelle ville, c'est des choses qu'on n'oublie pas forcément. Et alors, moi, je connais pas du tout Berlin. Quelle différence il y a au niveau de la vie avec Paris? Comment tu décrirais, par exemple, la vie à Berlin? En fait, ça n'a rien à voir. déjà, ça n'a juste rien à voir. Enfin, en fait, il faut imaginer que Berlin, déjà, c'est absolument gigantesque. Paris, finalement, à côté, est vraiment tout petit. C'est absolument gigantesque. Berlin, c'est extrêmement hétéroclite. Enfin, c'est-à-dire que c'est très international. Quand vous arrivez à Berlin, la première chose qu'on vous dit, c'est surtout, sois comme tu es. Ça, pour le coup, je pense qu'effectivement, c'est une vraie différence et c'est d'ailleurs une différence qui est assez plaisante. C'est qu'effectivement, en fait, à Berlin, personne ne ressemble à personne. C'est ça qui est assez étonnant. Et pour la petite histoire, c'est vraiment, ouais, ça faisait 1 mois qu'on était là, peut-être. Un dimanche, on va du côté du Mauer Park, qui a un énorme marché aux puces avec des amis et tout, qui étaient venus nous voir. Et là, en fait, on rencontre quelqu'un qui s'avère était la personne, en fait, qui s'occupait de mon petit dernier, qui était à l'Akita. Donc, on était un dimanche matin, il était en train de fumer un énorme pétard et en train de boire des bières et en train de taguer un bout de mur. Et je me suis dit, waouh! En fait, donc, bien évidemment, c'est pas de dire, non, mais en fait, à Berlin, il y a que des gens qui sont complètement délurés, etc. Pas du tout. Mais c'est de dire, en fait, finalement, c'est extrêmement hétérogène et vraiment, c'est, voilà, on se retrouve, en plus, c'est une ville qui est pas extrêmement belle. Enfin, il y a des très jolis quartiers, mais qui est pas forcément extrêmement belle. Mais parfois, j'ai souvent tendance à dire, en fait, le chaos a été revisité. C'est-à-dire que on va prendre un entrepôt complètement déglingué, etc. Et puis, en fait, on va en faire une piste de skate. En fait, on va réinterpréter des choses complètement destroy ou complètement pour en faire des choses complètement tendance. Il y a par exemple des espèces de terrains vagues, etc. On va en faire des marchés aux puces et puis on va ouvrir juste à côté une piscine de luxe. C'est assez étonnant. Enfin, c'est-à-dire que en fait, sur un seul et même espace, il y a vraiment, enfin, il y a des extrêmes en fait qui se confrontent. Et je pense que c'est vraiment ça. Enfin, on peut vraiment définir Berlin par ça. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont venus à Berlin il y a quelques années, etc. Jusqu'à il y a quelques années, en fait, on pouvait vraiment vivre de pas grand-chose en fait à Berlin parce que les loyers étaient très peu chers, etc. Et donc, il y a beaucoup d'artistes, il y a on est vraiment sur une société qui est extrêmement ouverte. Donc voilà. Donc c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des gens pieds nus et puis avec des gens comme moi avec ma chemise un peu classique et puis à côté de ça on va avoir c'est un homme portant une jupe et en fait tout le monde s'en fout et c'est ça qui est génial d'ailleurs, c'est que tout le monde s'en fout. Enfin vraiment voilà, en fait c'est vraiment soit qui tu as envie d'être. Après en fait Berlin bien que ce soit une capitale, etc., il y a très peu d'entreprises. Donc, enfin, il y a beaucoup de startups, etc., mais il y a très peu de grosses entreprises. Alors, bien évidemment, il y a Zalando, etc., mais donc en fait, il y a beaucoup de startups, etc. Alors à Paris, il y en a aussi, mais il y a aussi beaucoup de grosses boîtes, etc. Ouais. Donc c'est vrai qu'effectivement, même au niveau du tissu économique et tout, on n'est pas du tout sur la même dynamique. Après, à Berlin, tout est lent. Vous allez au café et vous attendez un quart d'heure avant d'avoir votre café, etc. Alors moi, j'étais putain, il faut que j'y aille et tout. Enfin, je suis pressée là. Et donc voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est vraiment slow life, quoi. Enfin, c'est. Ah ouais, c'est marrant. J'aurais pas pensé. C'est presque comme dans le sud, en fait, un peu le côté on prend son temps. Ouais, on prend son temps, on papote. Enfin,
C'est assez étonnant. Enfin, c'est vraiment. Et puis, en plus, enfin, l'espace étant tellement grand, c'est-à-dire que vous allez au café, vous vous posez au café, quoi. Vous n'allez pas attendre. Enfin, vous n'allez pas faire la queue. Les tables sont extrêmement. Enfin, vous avez de la place en fait. À Berlin, les trottoirs sont hyper larges, etc. Et puis après, l'élément aussi quand même fondamental à Berlin, c'est que c'est extrêmement vert. Donc, il y a des Allemands qui vous diraient que c'est pas suffisamment vert, mais en tout cas, au regard de Paris, c'est extrêmement vert. Quand on a des enfants, c'est super parce qu'il y a des parcs tous les 2 mètres. Enfin, il faut imaginer à Berlin qu'il y a 3 aéroports, enfin, que dis-je, 4 aéroports, que vous avez un aéroport désaffecté qui aujourd'hui, qui s'appelle Tempelhof, où aujourd'hui, en fait, il y a tous les petits Berlinois qui vont faire du skate et du cerf-volant. Il y a des lacs à Berlin, enfin, c'est-à-dire que le week-end, vous allez à la plage. À Berlin, enfin, il y a des forêts absolument gigantesques. Enfin, donc Berlin, c'est gigantesque. C'est gigantesque et c'est un espèce de patchwork, voilà, de plein de choses différentes et c'est ça qui est assez étonnant en fait. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement, finalement, Paris est plus homogène. Bien évidemment, il y a une vraie hétérogène. Enfin, c'est très hétérogène au niveau des quartiers, c'est-à-dire que vous allez dans le 7e et vous allez dans le 10e. Bien évidemment, c'est pas la même chose. Vous allez rue de Rennes et vous allez boulevard de Magenta. Et donc voilà, c'est pas du tout la même dynamique. Mais effectivement, en tout cas, c'est plus hétérogène au niveau de l'espace public. Ouais. Là, à Berlin, là, nous, dans notre rue, on a un espace absolument gigantesque qui est réservé aux enfants, qui est interdit aux adultes. Et en fait, il y a des espèces de cabanes. Et donc, les enfants, à partir de 6 ans, ils vont tout seuls. Et donc voilà, ils construisent des cabanes. Il y a des balançoires qui ont été faits avec des palettes. Enfin, c'est complètement improbable. donc voilà, il y a des feux absolument gigantesques. Donc il y a un espèce de brasier et il y a des enfants qui jouent dans cet espace clos réservé qu'aux enfants. On se dit non mais qui est complètement sauvage. Enfin nous, la première fois qu'on y a emmené nos enfants, il y avait des arrosoirs qui pendaient aux arbres et on s'est dit c'est quoi ce truc quoi. Et donc voilà. Donc en fait c'est ça qui est je crois génial. Enfin en tout cas moi j'ai vraiment je remercie Berlin pour ça, c'est que je crois que ça m'a vraiment ouvert l'esprit en fait, en me disant finalement le beau il peut être dans des choses complètement improbables. Voilà, c'est une façon aussi de porter le regard de manière complètement différente et je crois que c'est ça qui est super. On rencontre aussi des gens avec des parcours complètement fous, beaucoup de gens aussi qui ont beaucoup vécu à l'étranger, qui ont eu, qui sont complètement, qui parlent plein de langues différentes, etc. Enfin, en fait, on rencontre des gens fabuleux, des gens dont on n'aurait pas forcément qu'on n'aurait pas forcément rencontré à Paris, pas forcément parce qu'ils n'existent pas, qu'ils n'y sont pas, mais parce qu'en fait, on est pris aussi un peu dans le tourbillon de la vie. On a notre boulot, on rentre, on va récupérer nos enfants, la nounou, bref, en fait, la vie fait qu'à Paris, tout va tellement vite. C'est une ville, moi j'ai souvent tendance à dire, en même temps, j'adore Paris, et en même temps, la vie est tellement rapide. Enfin, en fait, on a le temps de rien, quoi. Après, je pense qu'aussi, c'est le côté, quand tu es expat, du coup, tu es avec des expats, t'es un peu dans le côté découverte, alors que quand c'est ton pays d'origine, t'es un peu plus dans des schémas classiques, et donc tu vas rencontrer des gens qui sont plus proches de toi similairement, qui te ressemblent plus. En fait, surtout, tu restes avec les gens que tu connais. Donc voilà, après, bien évidemment, tu te fais aussi des nouveaux amis grâce à l'école, grâce aux activités, etc. Mais c'est ça, en fait, finalement, je pense que t'as moins l'occasion en fait de rencontrer des gens parce qu'en fait, en réalité, t'as déjà ton groupe d'amis, etc. T'as déjà rencontré des gens. T'as ton groupe d'école, ton groupe de lycée, t'as les amis de ton mari ou de ton conjoint ou ton amoureux ou ton amoureuse. Enfin bon, bref. Et donc voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, t'as pas forcément l'occasion. Et puis la vie fait qu'effectivement, à Paris, t'as cette espèce de tourbillon qui fait qu'effectivement, t'as vraiment jamais l'impression de te poser. Et moi, je me souviendrai notamment et je pense que ça a été aussi un élément déclencheur. Je me souviendrai toujours, en fait, c'était un jour de semaine, etc. Il était 10h du soir et j'étais en train de faire mes courses au Carrefour Market, et en fait, je me suis dit, non, mais il y a quand même un truc qui déconne, quoi. Il est 10h du soir, donc j'étais rentrée du boulot à 8h, j'avais lâché la babysitter, etc. J'avais attendu que mon mari rentre du boulot, qui était rentré à 9h30, et à 10h, j'étais en train de faire mon plein de bouffe. Et là, je me suis dit, non, en fait, ça va pas. En fait, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Finalement, j'ai pas envie de ça. J'ai plus envie de ça. Peut-être un super job, mais en fait, j'ai plus envie de ça. En fait, ça me paraît absurde.
Ça me paraît absurde. Finalement, on se voit jamais, on se croise. Après, j'ai pas envie de ne pas bosser. Au contraire, moi, j'ai toujours bossé et j'adore bosser et je trouve qu'il y a une vraie satisfaction. Mais en fait, plus comme ça. Voilà, j'ai plus envie de ça comme ça. Alors, comment t'as eu l'idée de Goodbye Laurette? C'est venu combien de temps après ton arrivée à Berlin? Pourquoi le nom aussi? Ça m'intriguait beaucoup. Alors, en fait, Goodbye Laurette, alors pour répondre à ta première question, en fait, quand je suis arrivée à Berlin, ça faisait longtemps en fait que j'avais envie de lancer un projet entrepreneurial. C'était quelque chose que je connaissais déjà un peu puisque mon mari avait fait 5 ans d'entrepreneuriat, donc les galères de l'entrepreneuriat et puis surtout la possibilité de l'échec, parce que en fait, en l'occurrence, c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête, quoi. C'est que bien évidemment, personne n'a jamais envie d'arrêter ou de ne pas réussir. Et même si, d'ailleurs, ça c'est aussi un point important. Je pense qu'effectivement, enfin, il y a aussi une vraie différence, en tout cas, par rapport entre Paris et Berlin. Mais bien évidemment, après, c'est toujours pareil, c'est que je marche toujours un peu sur les œufs parce que je veux surtout pas généraliser. Mais en tout cas, de manière très caricaturale, c'est aussi un rapport à l'échec qui est complètement différent. C'est-à-dire que nous, nos enfants sont dans une école allemande, en section bilingue, mais dans une école allemande. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un rapport à l'échec qui est aussi complètement différent. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, moi, en France, j'avais toujours l'impression d'être éternellement dans l'échec. Enfin, en tout cas, en plus, moi, je suis de nature à avoir vraiment pas confiance en moi. Enfin, les autres sont toujours super, hein. Donc tout le monde est super sauf moi. Tout le monde fait mieux les choses que moi. Tout le monde est plus beau que moi. Tout le monde est plus smart que moi. Tout le monde est plus fun que moi. Tout le monde, en tout cas, est beaucoup mieux que moi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours poursuivie, et ce depuis toute petite. Et j'avais aussi une grosse problématique quant à la gestion de l'échec. Ça, c'est vrai qu'effectivement, et ça à Berlin, je trouve que c'est quelque chose. Enfin, bien évidemment, je généralise pas à l'Allemagne, mais en tout cas, nous à Berlin, c'est vrai qu'effectivement, les enfants à l'école, ils ont un rapport à l'échec qui est complètement différent et qui est extrêmement appréciable. Et pour avoir un enfant un aîné qui a quelques problèmes de santé, etc., et qui est un enfant qui rentre pas forcément dans la norme, ça, c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose aussi qui était assez problématique en France. C'est vrai que c'est un enfant qui avait vraiment du mal avec l'école parce qu'en fait, il rentrait pas forcément dans la norme et l'école n'était pas forcément adaptée en fait à lui. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, ça a été quelque chose de super aussi cette expérience pour ça. Pour revenir sur Goodbye Laurette. Donc, quand je suis arrivée à Berlin, voilà, ça faisait très longtemps que j'avais envie de lancer ma boîte. Enfin, très longtemps. En tout cas, c'était quelque chose que j'avais en tête. Après, je savais pas forcément ce que j'avais envie de faire. Je savais que j'avais envie de faire du produit. Je savais que j'avais envie de faire du monoproduit, puisque c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Donc, ça me paraissait complètement ambitieux et complètement fou, en fait, de faire quelque chose avec plein de produits. Je savais que j'avais envie d'avoir un accessoire qui sorte un peu du commun, d'avoir quelque chose qui dise quelque chose. Voilà, qui raconte une histoire. Je savais pas très bien quoi, mais en tout cas, j'avais vraiment envie de quelque chose qui soit différent. Je savais que j'avais pas envie de faire, par exemple, un t-shirt parce que je me disais qu'il y en avait plein qui le faisaient déjà très bien. J'avais envie de faire du Made in France. Même si je suis à Berlin, pour moi, c'était absolument pas antinomique, en fait, de pouvoir faire du Made in France. J'avais envie de raconter une histoire, j'avais envie de valoriser des savoir-faire et j'avais envie d'un truc, voilà, qui soit pas commun. Pendant 1 an, en fait, moi, j'ai pris des cours d'allemand, donc en mode ultra intensif. Donc, j'avais 3 heures de cours d'allemand par jour. Donc, après, je travaillais, comme à l'école. Je travaillais mes listes de vocabulaire et tout. Et en fait, j'ai mis 1 an à trouver, en fait, ce que j'avais envie de faire. Et le jour où j'ai eu cette espèce de flash, bien évidemment, ça m'a paru une évidence en me disant, mais comment je n'y ai pas pensé avant? Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est que c'est devant vos yeux. Et puis, en fait, vous le voyez pas forcément. Et en fait, un jour, ça a été un peu une révélation. En fait, j'étais avec une copine, etc. Je lui parlais un peu de mes idées, voilà, en disant, voilà, en fait, je voudrais faire ça, mais en fait, je sais pas trop. Enfin, bon, bref. Et en fait, en face de moi, il y avait on était dans un salon professionnel et tout. Elle a une marque de vêtements. Et en fait, il y avait un petit mannequin, donc un faux, bien évidemment, qui portait un chapeau sur la tête. Et je me suis dit, mais en fait, ça y est, je vais faire des chapeaux. Moi, j'ai toujours adoré les chapeaux, j'ai toujours porté des chapeaux. Et surtout, ma grand-mère a toujours porté des chapeaux. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que je portais des chapeaux. Elle était hyper classe, hyper smart, hyper belle, d'une élégance complètement folle, etc. Et je crois que, en fait, c'est pour ça que j'ai toujours adoré les chapeaux et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire les chapeaux. C'est qu'effectivement, je trouvais que finalement, ça cochait un peu toutes les cases. C'est-à-dire que je trouve que déjà l'objet est vachement beau. Enfin, vraiment un joli chapeau, je trouve ça super beau. Je trouve ça hyper élégant, etc. Je trouvais que c'était un accessoire qui était vraiment différent de tout ce qu'on pouvait avoir, d'une paire de boucles d'oreilles, d'un sac à main, etc. Et puis, quand vous portez un chapeau, c'est jamais complètement anodin. C'est-à-dire que quand vous portez un chapeau, enfin, je sais pas si toi, Carvi, tu portes des chapeaux, mais quand tu portes un chapeau dans la rue,
En fait, les gens te regardent. Alors, ils savent pas forcément si t'es grande, petite, blonde, brune. En revanche, ils disent, tiens, elle porte un chapeau. Et ça, je trouve ça assez fabuleux parce qu'il y en a pas beaucoup des accessoires, en tout cas, qui te permettent ça. C'est jamais complètement anodin. Alors après, les motivations peuvent être très différentes. Il y a certaines femmes qui vont porter un chapeau et c'est marrant parce que d'ailleurs, j'en parlais hier avec des copains avec qui on a déjeuné. Et en fait, ils nous racontaient que eux, lui, il nous racontait qu'il portait des chapeaux parce que il est extrêmement grand. Et qu'en fait, finalement, il est tellement grand que tout le monde le regarde et qu'il a l'impression d'être planqué derrière son chapeau. Donc et ça, c'est quelque chose qui est souvent revenu d'ailleurs. Il y a souvent des femmes aussi qui se disent, finalement, je me sens comme un cocon, en fait. C'est un peu une armure, je me sens planquée derrière mon chapeau, etc. Et en fait, finalement, ça me va bien. Tout le monde voit mon chapeau, mais me voit pas forcément. Et il y en a d'autres, au contraire, qui, au contraire, en fait, se trouvent hyper belles en chapeau. Et je trouve que c'est ça, d'ailleurs, qui est fabuleux, en fait, avec le chapeau. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, en tout cas, qui vous rendent l'appareil. Et en fait, quand vous avez un chapeau, en tout cas, que vous avez l'impression que votre chapeau vous va bien, en fait, vous vous sentez carrément canon et voire complètement différente quand vous avez votre chapeau sur la tête. Et je trouve qu'en fait, c'est ça, moi, qui me plaît vachement dans le chapeau. Et je crois que c'est pour ça que j'ai eu aussi envie de faire des chapeaux. Je me suis dit, mais en fait, bingo! C'est-à-dire que moi qui ai finalement toujours adoré les gens, qui ai voulu faire de la psycho, etc. En fait, finalement, il y a aussi un aspect un peu psychologique, en fait, qui me plaît vachement dans le chapeau. Et le fait que ce soit, il y a un vrai rapport à la singularité, il y a un vrai rapport aussi au corps. Ça me plaisait bien. Puis je me suis dit, finalement, en fait, le canotier, il est né où? Il est né en France, etc. Enfin bon, bref, il y a aussi une occasion rêvée, en fait, de valoriser un vrai savoir-faire, etc. En fait, finalement, je pouvais pas faire autre chose que des chapeaux. Pour faire écho à ta question, Goodbye Laurette. Donc, maintenant que je t'ai tout raconté, en fait, on habitait donc à Paris, dans un quartier qui s'appelait Notre-Dame de Lorette. Donc, quand on a quitté Paris, en fait, pour Berlin, et que j'ai décidé de lancer une boîte de chapeaux, je me suis dit, mais finalement, moi, la femme à chapeau que j'imagine, c'est une femme, finalement, qui fait un peu écho aussi à mon histoire. Enfin, voilà, parce que tout le monde ne porte pas des chapeaux. J'imagine une femme un peu aventurière, quelqu'un qui a envie de se lancer des défis, quelqu'un qui en même temps est peut-être pas forcément sûr d'elle, etc. Mais en tout cas, cette vraie recherche de singularité, parce que c'est ça aussi, c'est que moi, je me suis jamais sentie à la mode. Enfin, vraiment, en plus, je suis minus. Donc, petite, j'étais minus, j'avais les dents très en avant, donc j'étais souvent pointée du doigt et très moquée parce que c'était pas top, c'était pas très esthétique. Et donc, j'ai été pendant très longtemps assez moquée, donc j'étais pas du tout à la mode. Et puis, j'étais pas très drôle. Et puis j'étais quand même très 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 sérieuse. Et j'ai toujours beaucoup travaillé parce que j'avais envie d'être forte en fait à l'école, etc. En fait, finalement, je me suis jamais vraiment sentie à la mode. Et je pense que c'est en ça aussi que Berlin m'a fait beaucoup de bien. C'est qu'en fait, je me suis enfin sentie à ma place, je crois. En fait, c'est-à-dire que j'ai enfin découvert qui j'avais envie d'être. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je crois que j'avais du mal aussi à accepter ma singularité tout en la recherchant. Et en fait, même si, bien évidemment, je suis encore extrêmement nulle en allemand, etc., et qu'en fait, tout n'est jamais complètement rose, etc. Mais je crois qu'en fait, d'une certaine manière, de par mon parcours, dont je suis finalement assez fière, parce qu'en fait, je suis fière d'avoir eu ce courage-là, en fait, finalement, d'une certaine manière, j'ai trouvé aussi ma singularité, j'ai trouvé mon histoire, et en fait, la femme Goodbye Laurette, je l'imaginais comme ça, aussi un peu singulière, etc. Et donc voilà, et en fait, je me suis dit, finalement, il faut que ça fasse écho à mon histoire, et si je l'appelais, en fait, du nom de ce qui nous a, de ce qui m'a mené en fait à créer cette boîte. Donc en l'occurrence, Goodbye Notre-Dame de Lorette. Donc en fait, le fait de quitter Paris, ça a été une régénérescence. Ça a été un renouveau d'une certaine manière et tout. Ça a été le début de quelque chose de complètement dingue. Et en fait, au contraire, c'est Goodbye la nouveauté, Goodbye nouvelle vie. En tout cas, je pense que le fait d'avoir quitté Paris, ça a été, en fait, j'ai été fière en fait d'être capable de ça. Et donc voilà, j'ai été fière aussi d'offrir ça à mes enfants. Bon, bien évidemment, parfois c'est difficile et j'ai envie de retourner voir mes copines, etc. Et que la France, ça reste chez moi. Et donc voilà. Mais en tout cas, voilà. En fait, finalement, c'est goodbye Notre-Dame de Lorette, mais bonjour la nouveauté. Puis bonjour l'aventure et puis bonjour tous les défis en fait qui t'attendent. Et en même temps, c'est ça qui est fabuleux dans la vie, c'est en fait, oui, peut-être que tu vas te planter. Peut-être qu'effectivement, Goodbye Laurette, ça va pas du tout marcher. Et peut-être que tes chapeaux, tout le monde va les trouver super moches. Mais en fait, j'aurais osé. J'ai super peur, mais en fait, j'aurais osé. Et en fait,
Et ben c'est ça qui est chouette. En fait, c'est ça qui est chouette et rien que pour ça, je regrette pas. Dire au revoir en Voilà. fait pour pouvoir retrouver justement des nouvelles choses, en fait quitter pour En fait, c'est découvrir. quitter quelque chose alors même que finalement on avait tout. C'est-à-dire que moi j'avais un super job, mon mari avait un super job, on avait des super écoles, on avait un super appart, on vivait dans une vie quand même absolument fabuleuse, etc. On a des super chouettes amis. Enfin bon, bref, en fait, tout quitter pour quelque chose que je ne connais pas. Enfin bon, donc voilà, il y avait quand même, enfin c'était quand même un peu culotté, etc. Et en même temps, je suis hyper contente de l'avoir fait. Je suis hyper contente parce que finalement, je pense que j'ai trouvé en moi des ressources que je ne pensais pas avoir en fait. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup pleuré dans ma douche notamment, en me disant mais qu'est-ce que je fous là. Mais en même temps, je suis fière, je suis vraiment fière de ça. Vraiment, Goodbye Lorette, c'est Goodbye Notre-Dame de Lorette. Mais merci Goodbye, enfin merci Notre-Dame de Lorette aussi pour, en fait, je te quitte parce que j'ai envie de, mais si j'étais pas passée par là, j'en serais pas là. Donc en fait, c'est-à-dire que je ne regrette rien d'avant et c'est parce que j'ai eu un avant que j'ai un aujourd'hui en fait. Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais c'est-à-dire que je n'ai aucun regret de rien. Voilà, je ne regrette rien. Et en fait, tout a été nécessaire en fait finalement dans cet accomplissement. Et donc voilà, je ne regrette pas les moqueries quand j'avais 10 ans. Je ne regrette pas. Enfin, petite aussi, j'étais extrêmement ronde, donc j'ai été très moquée. Et donc voilà, et je ne regrette rien. Voilà, en fait, finalement aujourd'hui, pour le coup, je suis hyper émue. Je suis hyper émue. Et donc le parcours a pas toujours été hyper facile. Mais en fait, je suis fière d'en être arrivée là. Donc voilà. Mais oh pardon. C'est grâce à tout ça, Goodbye Lorette. Exactement. Voilà. Exactement. Donc c'est pour ça en fait Goodbye Lorette, mais vraiment avec cette perspective aussi de renouveau et d'accomplissement. Voilà. Alors en plus, ce qui est génial avec ta marque, c'est que ce sont des chapeaux artisanaux faits en France. Et alors le petit détail, justement, un peu peut-être le petite originalité un peu de Berlin, c'est que ce sont des foulards interchangeables. Alors je trouve que c'est super sympa comme idée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment après tu as été les étapes de lancement de ta marque, qu'est-ce peut-être qui t'a surprise dans l'aventure entrepreneuriale? Alors en fait au début quand je me suis dit ok je vais faire des chapeaux, donc ça c'était vraiment une exigence en fait que j'avais, c'est que je voulais tout faire en France. C'est-à-dire que en me disant je veux vraiment, enfin aussi par respect pour mes enfants, en me disant finalement aujourd'hui je suis à Berlin, mais en fait j'ai vraiment envie d'être dans une démarche de consommation hyper locale et tout. À Berlin ça c'est quelque chose aussi qui est vraiment, qui se développe, qui est très développé. Il y a beaucoup de second hand. Il y a énormément de gens qui sont végétariens par exemple, ils sont extrêmement en tout cas avancés sur ce point-là. Vous allez dans n'importe quel resto, nous d'ailleurs à la maison on est végétarien, etc. Donc j'avais vraiment aussi envie d'être dans cette démarche éco-responsable, etc. Déjà il a fallu trouver les fournisseurs. Donc j'ai appelé beaucoup de chapeliers, donc des grosses chapelleries, des petites chapelleries, jusqu'au moment où j'ai trouvé ma chapellerie avec laquelle je travaille actuellement et pour lequel effectivement j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc en fait quand j'ai décidé de me lancer, donc ça j'avais eu l'idée au mois de juillet, au mois d'août j'ai un peu fignolé, j'ai essayé un peu de réfléchir et tout pendant les vacances et en fait j'ai trouvé ma chapellerie relativement rapidement et donc j'y suis allée au mois de début octobre 2017 je crois, début octobre 2018 pardon. Donc là, je suis allée dans ma chapellerie pour rencontrer mon chapelier en me disant, voilà, en fait, si je suis amenée à travailler avec lui, est-ce qu'il y a quelque chose en tout cas qui se passe entre nous, etc. Est-ce que ça va fitter ou pas? Bon, sachant que je suis minus, que j'ai pas d'argent, que j'ai pas de trésor, et que concrètement, je sais pas faire un chapeau. Donc, je suis potentiellement extrêmement pénible, en tout cas à l'avenir, quant à mes degrés d'exigence, parce que je ne sais pas faire. Là, il y a eu un super fit. Vraiment, ça a été un super moment. Vraiment, en tout cas, il s'est passé quelque chose de très très beau. Et après, très très vite, j'ai eu envie, voilà, je me suis dit, je suis sur un chapeau qui est quand même extrêmement qualitatif et tout. L'idée, bien évidemment, aujourd'hui, on a tendance à dire, en fait, tu vends un chapeau en disant à tout le monde qu'effectivement, tu vas le garder pendant 10 ans. Sauf que dans la réalité, au bout d'un moment, on change, on évolue, on n'a pas forcément envie du même chapeau au bout de 10 ans, etc. Donc, comment faire pour redonner en fait une nouvelle jeunesse à ce chapeau-là, tout en conservant le même chapeau. Donc voilà. Et puis en fait, après tout, le chapeau, c'est jamais complètement anodin, etc. Donc pourquoi pas aller jusqu'au bout de la démarche? On est déjà sur quelque chose d'un peu singulier, etc. Pourquoi pas aller jusqu'au bout de la démarche et offrir la possibilité aux gens, en fait, de personnaliser leur chapeau. Donc
Donc, une fois que j'avais cette idée-là, je me suis dit, bon, bah, en fait, je vais acheter du tissu, il faut que je trouve une couturière. Donc, j'avais posté des petites annonces et tout. Il y a des groupes, en fait, qui existent, qui sont dans le domaine de la mode, etc. Donc, j'avais trouvé une couturière, etc. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, je vais essayer de sourcer des tissus, bien évidemment, qui répondent aux exigences que je me suis fixées. Si ça peut être du tissu made in France, c'est encore mieux, etc. Et puis, donc, j'ai acheté une quantité absolument astronomique, en fait, de tissus, pour lequel, effectivement, j'ai fait faire des proto. Et puis, en fait, très vite, je me suis rendu compte que ça allait pas. C'est-à-dire que, bah, le motif, ça tombait pas forcément bien, parce qu'en fait, quand vous achetez un mètre de tissu, bah, dès qu'il y a du motif et tout, bah, le premier foulard, ça va aller, puis le deuxième foulard, la fleur, elle va être coupée, et puis, enfin, bon, bref, en fait, ça allait pas du tout. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, OK, en fait, je peux pas partir sur du tissu existant. Dans ce cas-là, eh ben, en fait, je vais faire appel à une graphiste pour pouvoir en fait imaginer en fait les foulards Goodbye Lorette. Et puis en fait en cherchant une graphiste pour mon logo, je suis tombée en fait sur une minette qui s'appelle Lucille Duchesne, pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur, qui était à Nantes. Moi je suis à Berlin, mais tout est fait en France. La boîte est française, je paye mes impôts en France, enfin bon bref, tout est vraiment made in France. Donc je travaille aussi avec des fournisseurs français, etc. Enfin bon, vraiment finalement il y a que moi qui suis exportée dans cette histoire. Voilà, et en fait donc j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette fille-là, pour lequel effectivement en fait voilà, à qui j'ai expliqué le projet. Elle a été hyper tentée en fait de me suivre dans l'aventure. Elle a accepté de me faire confiance, etc. Et puis aussi de m'accorder des prix hyper sympas et tout, alors même que j'étais minus. En fait, on a commencé à travailler sur les motifs, etc. Et puis bah je me disais bon bah voilà, c'est très bien, t'as un foulard interchangeable, mais en fait comment tu fais pour l'attacher? Donc au début, bah, je m'étais dit bah pourquoi pas mettre un scratch, mais ça me plaisait pas. Donc après je m'étais dit bah pourquoi pas un passant de jean, mais en fait ça me plaisait pas. Et puis en fait à force de chercher, mais là ça paraît hyper court, mais en fait en réalité ça fait des semaines et des semaines et des semaines et des semaines de travail. En fait au bout d'un moment j'ai eu un espèce de flash et je me suis dit et si je mettais des boutons? Finalement si je pars sur des super jolis boutons, etc. ça peut être canon. Donc moi, pour le coup, entre-temps, j'avais demandé à mon chapelier, on avait commencé à travailler sur un premier modèle, il m'avait envoyé des protos. Bon, bref, donc bah, pour le coup, j'ai commencé à faire tous les magasins de boutons au départ de Berlin, parce qu'en fait, il fallait que je me fasse un peu une idée en fait de ce que j'avais envie, etc. Et puis bah, dès que j'étais à Paris, j'allais dans le 18e au marché Saint-Pierre pour aller acheter mes boutons, etc. Donc j'ai acheté une quantité pareille astronomique en fait de boutons en guise de proto. Et puis, jusqu'au jour où là, j'étais au salon Première Vision, en janvier 2019. Et donc, j'avais essayé plein de boutons, ça me plaisait pas. Janvier 2019, je vais au salon Première Vision. Et là, en fait, bien évidemment, bah, il y avait plein de vendeurs de boutons, etc. Et là, je suis tombée sur un vendeur de boutons français. Donc, c'est-à-dire que c'était made in France. Donc, ça correspondait à ce que je voulais. Qui faisait du sur-mesure. Je lui explique mon projet. Elle me dit non mais c'est génial, etc. Elle me montre les dizaines de milliers de boutons qu'elle a. Elle m'en envoie un certain nombre, etc. Entre-temps, je dis bah voilà, en fait, j'aimerais bien avoir du sur-mesure. Est-ce que c'est possible en fait de s'adapter en fonction de la couleur du feutre, etc. Et en fait, je suis partie avec eux. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai réussi à trouver mes boutons. Donc maintenant, je travaille avec un fournisseur qui s'appelle Crépin Petit. Donc je le tais absolument pas. Enfin au contraire, je suis très fière de travailler avec eux et qui est un fournisseur à côté d'Amiens. Et en fait, c'est comme ça que j'en suis arrivée à trouver les boutons qui sont les boutons Goodbye Lorette et qui sont surtout la signature en fait Goodbye Lorette. Donc voilà. Mais ça, il s'est passé 5 mois en fait avant de trouver les boutons. Et donc voilà. Donc après des dizaines et des dizaines de boutons. Alors après, pareil, ça paraît tout simple, mais tu te dis bon, ok. Alors en fait, tu mets combien de boutons? Est-ce que tu en mets 1? Est-ce que tu en mets 2? Est-ce que tu en mets 3? Est-ce que tu en mets 10? Quel espacement, où est-ce que tu les mets sur ton chapeau, etc. Enfin, pareil, ça paraît tout bête. Et donc voilà. Et en fait, une fois que tu as tes boutons, comment tu fais pour les attacher, en fait? Est-ce que tu crées un système de bride boutonnière, c'est-à-dire que tu demandes à ta couturière de créer, en fait, une fente? Mais comme j'avais envie de partir sur de la soie, entre-temps, j'avais réussi à trouver un atelier français à côté de Lyon, etc., qui pouvait m'imprimer, etc. En fait, faire une fente sur de la soie, c'est le meilleur moyen d'abîmer votre soie. Donc je me suis dit, ok, d'accord. Donc dans ce cas-là, il faudrait que je parte sur un système de bride boutonnière. Donc pareil, j'ai passé des heures et des heures et des heures à coudre mes petites brides boutonnières, à trouver le bon élastique, parce qu'en me disant, est-ce que je pars sur du 10 cm d'élastique, 10 mm, pardon. Ah bah non, c'est trop épais parce qu'en fait, on les voit sous le bouton. Est-ce que je pars sur du 5 mm? Ah bah non, ça va pas. Bon, pareil, j'ai commandé un paquet de centimètres d'élastique. Et puis en mai 2019, j'avais à peu près tout. J'avais réussi à développer mon premier modèle, donc qui s'appelle le Pola.
Donc en fait au départ le Paula avait été imaginé en fait pour femmes et pour enfants. Et donc j'ai lancé ma campagne de crowdfunding et il s'est avéré que pendant la campagne de crowdfunding, j'ai vendu 0 chapeau enfant. Personne. Enfin, où j'en ai vendu un parce que mon frère a dû en acheter un. En fait, personne n'a acheté un chapeau enfant, tout simplement parce que ça me coûtait exactement le même prix, que moi j'avais dans l'idée de faire relativement peu de marge, mais en fait, comme ça coûte le même prix qu'un chapeau adulte dès que vous faites du Made in France, tout de suite, en fait, vous êtes sur des chapeaux de plus d'une centaine d'euros, et qu'en fait, une maman, elle a pas envie d'acheter un chapeau de paille à plus de 100 euros pour sa fille. Donc, en fait, à l'issue de la campagne de crowdfunding, je me suis dit, ok, j'ai vendu que du chapeau femme, et en fait, je vais peut-être, en tout cas dans un premier temps, abandonner cette histoire de chapeau d'enfant, tout simplement parce que un chapeau à l'unité, ça me coûte extrêmement cher, et qu'en fait, j'ai pas la trésor. Enfin, j'ai pas la trésor, en fait, de prendre le risque, en fait, de me constituer un stock pour du chapeau enfant, si de toute manière, en fait, j'en vends pas. Et donc voilà. Donc ça a été la première leçon de morale. Donc j'ai complètement abandonné l'enfant. Donc il a fallu que je réinvente en fait ma collection, alors même que j'avais même pas lancé ma boîte. J'ai retravaillé les foulards, j'ai retravaillé les formes, etc. Et donc j'ai lancé Goodbye Lorraine de manière vraiment très officielle le 24 octobre 2019. Et est-ce que tu peux nous donner le nom du groupe pour trouver des couturières, tout ça, pour s'il y a des auditeurs qui veulent se lancer leur marque? Ouais, alors là pour le coup, tu vois, tu me le demandes et le nom m'échappe. French Fashion Union, voilà. Voilà, comme ça, c'est pas mal si on veut lancer sa marque, trouver une couturière comme ça, parce que c'est un peu la première étape. Ouais. Alors, toi, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ton aventure entrepreneuriale? Parce que j'imagine que tu avais quand même déjà une bonne idée avec ton mari. Qu'est-ce que toi, tu as eu la plus grosse surprise? En fait, je pense que c'est toujours pareil. C'est que quand vous lancez votre aventure entrepreneuriale, les premières ventes, c'est dingo. Enfin, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que, c'est souvent ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'en fait, il faut imaginer que quand vous achetez chez des petits créateurs, en fait, il faut imaginer que derrière, toutes les ventes, chacune des ventes est tellement précieuse que pour le coup, les gens, c'est tellement d'heures de travail, c'est tellement de sacrifices, c'est tellement de doutes, c'est tellement de peur, c'est tellement d'excitation aussi, mais c'est tellement de peur aussi que derrière, c'est bien évidemment participer aussi à l'aventure, mais c'est aussi de se dire, il faut imaginer que le petit créateur derrière son écran, il est comme ça. Et donc voilà, c'est un bonheur qui est en tout cas que j'imaginais pas. Donc qui est incroyable. Ma première vente, c'était fou. C'était incroyable. En fait, c'est-à-dire que parfois il y a des petites histoires. Là, par exemple, typiquement, il m'est arrivé une histoire absolument incroyable. Vraiment, je la qualifierais pas autrement. En fait, un jour, il y a une dame qui m'a passé une commande. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui envoie les commandes. Là, tout mon stock maintenant va être rapatrié en France. J'ai mis très longtemps aussi à trouver une plateforme logistique parce que ça a été très 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 compliqué. Et j'ai essuyé pas mal d'échecs, etc. Parce que en fait, les chapeaux étaient mal stockés. Bref. Et donc voilà. Et donc moi, j'ai envoyé cette commande-là, etc. Et puis en fait, en regardant l'adresse, je me suis rendu compte que cette personne-là habitait un tout petit village dont je suis originaire. En fait, dont ma famille est originaire. Qui est un petit village à environ 50 km de Grenoble, etc. Qui est vraiment un tout petit bled, qui est absolument pas connu. Donc on n'est absolument pas à côté de la mer. C'est vraiment un tout petit village, etc. Et en fait, nous, on avait une maison de famille depuis 300 ans dans ce petit village qui avait été vendu il y a environ 2-3 ans, quoi. Donc, ça a été un déchirement absolument, immense quand on a dû vendre cette maison et tout, parce que vraiment, c'était notre maison, etc. Sauf que malheureusement, on n'avait plus les moyens, en fait, de la garder dans la famille. Et donc, quand je vois que cette personne-là habite ce petit village et tout, forcément, je peux pas m'empêcher en fait de lui laisser un petit mot en disant voilà, en fait je suis extrêmement émue en plus de vous envoyer un chapeau ici parce que c'est là où j'ai passé toutes mes vacances, toute mon enfance en fait. Et puis pas de nouvelles, etc. Et puis 15 jours après, elle me tague sur Instagram. Donc bien évidemment, je vais voir la story sur laquelle elle m'a tagué, etc. Et là, je me rends compte, elle avait fait une photo en fait de la vue du fond de son jardin. Oh, émotion immense. Je me rends compte que c'est la même vue que celle de ma chambre la chambre que j'avais en fait dans ma maison de famille, quoi. Donc je lui envoie un petit message en disant voilà, je suis extrêmement émue parce qu'en fait, je pense que vous habitez, parce que moi j'avais pas reconnu l'adresse. Je pense que votre maison n'est pas loin de ma maison parce que j'avais la même vue de ma chambre. Et là, elle me répond, elle me dit mais oui, mais parce que je crois que c'est moi qui ai racheté votre maison. Non. Si.
Et je dis mais non, c'est pas vous parce que c'est pas cette adresse-là. Et en fait, il s'avère que c'était une grosse maison et en fait, elle a été rachetée par 2 ménages et donc quand ils ont partagé la maison en 2, ils ont créé un nouveau numéro. Et donc cette dame-là a racheté ma maison et sa chambre était ma chambre. Donc ça c'est un sentiment qu'on peut pas imaginer. Enfin, qu'on peut pas imaginer avoir un jour. Enfin, c'est-à-dire que imaginer mon chapeau dans ma maison, enfin, c'est fou. C'est fou. Alors bien évidemment, et là encore, quand je dialogue avec elle, etc., ça me fait pleurer parce que c'est une émotion qui est immense. Enfin, c'est incroyable. C'est un bled où il y a 200 personnes, quoi. Enfin, c'est vraiment un mini bled parmi nulle part. Je pense qu'effectivement, voilà, c'est des choses qu'on peut pas imaginer en fait quand on lance sa boîte. C'est des espèces d'émotions, de vagues d'émotions immenses. Non, après, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, une aventure. Alors après, là encore, je pense que ça dépend des gens et tout. Mais moi, qui suis quand même très sensible et tout, et extrêmement émotive, bah voilà. Bon, c'est vrai qu'effectivement, il y a des moments où ça va très bien, et puis il y a des moments où ça va un peu moins bien, où c'est difficile. Enfin, c'est difficile et il y a beaucoup de doutes. Et puis bon, moi, j'ai lancé Goodbye Lorette en octobre 2019. Entre-temps, il y a eu les gilets jaunes, entre-temps, il y a eu les grèves, entre-temps, il y a eu le Covid. Bien évidemment, ma chapellerie a fermé. J'avais même pas lancé une première collection, que ma chapellerie était déjà fermée. C'est vrai qu'effectivement, voilà, il y a tous ces éléments-là qu'on n'imagine pas, en fait, tant qu'on n'y a pas été confronté. Et après, enfin, je me suis souvent excusée aussi auprès de mon mari de pas avoir su comprendre, en fait. Quand lui, il a monté sa boîte, bah, moi, à l'époque, j'étais encore salariée, etc. Et en fait, je crois on n'imagine pas forcément, tant qu'on n'a pas fait, on n'imagine pas forcément en fait les doutes, les craintes, les peurs, les joies, qu'on peut avoir quand on est entrepreneur, parce que c'est en même temps tellement génial, mais c'est aussi tellement dur, quoi. Et donc toutes les émotions en fait, c'est tout le panel des émotions, donc ça va très haut, très bas. C'est ça. Et c'est vrai qu'effectivement, je m'en suis souvent voulu en fait de pas avoir été toujours très compréhensive en fait vis-à-vis de lui. Alors, je vois que le temps passe, on parle beaucoup. Alors, dernière question, c'est quoi pour toi une reconversion réussie? C'est avoir réussi en fait à trouver un métier dans lequel on se sent bien. On a vraiment l'impression d'être à sa place. Ça fait un peu écho aussi à ce que je te disais tout à l'heure en disant, bah finalement en arrivant en Perlan, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place. En fait, je pense que c'est ça, c'est avoir réussi, avoir le sentiment d'être là où il fallait que vous soyez. En fait, je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, bien évidemment, je me paye pas, je suis loin de me payer, que c'est pas forcément toujours facile, etc. Mais en tout cas, je pense que je me suis pas plantée pour ça parce que bon, le chemin est encore extrêmement long et Goodbye Lorette est encore absolument minuscule à l'échelle de la planète, même à l'échelle de la France. Mais en tout cas, c'est vrai qu'effectivement, j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges tellement incroyables avec mes clientes, etc. Et c'est ça que d'ailleurs je trouve fabuleux, c'est que je pense que j'ai vraiment réussi à faire de Goodbye Lorette quelque chose qui me ressemble, extrêmement humaniste, etc. Voilà, parfois ça manque peut-être un peu de gestion d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai vraiment réussi, voilà, à avoir une marque qui me ressemble, qui est à mon image, et ça pour le coup, j'en suis très fière. Ouais, je pense que c'est ça, une reconversion réussie. Je crois que c'est un métier dans lequel effectivement vous avez enfin l'impression d'être à votre place et qu'en fait d'être bien et en tout cas d'avoir un sens à ce que vous faites, quoi. Et donc voilà, donc effectivement tout n'est pas forcément toujours rose, mais en fait je crois que ça fait partie de la vie et c'est ça qui est beau aussi d'ailleurs. Je me sens là où je dois être. Donc voilà, mais parce que ça coche plein de cases. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire, mais finalement quand on vend un produit, est-ce qu'on peut vraiment faire preuve de psychologie, est-ce qu'on peut vraiment faire preuve d'humanité? Bah ouais. Enfin, moi j'ai vraiment l'impression que Goodbye Lorette finalement mais parce que le produit aussi veut ça et j'ai vraiment l'impression d'être à ma place et de faire ce que j'aime et à la façon dont et de manière voilà qui me ressemble, quoi, qui me ressemble. Et c'est vrai qu'au vu de notre discussion, je trouve que ça te ressemble. Je pense que même la façon dont je perçois la femme Goodbye Lorette, je pense qu'elle est aussi un peu à mon image, c'est-à-dire qu'elle est en même temps très forte et elle est en même temps très belle dans sa fragilité. Je suis comme ça, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a des moments où je suis capable d'une très grande force, je suis capable de faire preuve de beaucoup de
persévérance, etc. Et en même temps, j'ai une sensibilité tellement à fleur de peau que je suis capable de pleurer comme de rire en 2 secondes. Enfin, voilà, sur un même. Et je crois qu'effectivement, j'ai aussi envie de valoriser la fragilité, la sensibilité et la singularité parce que c'est ce que je suis. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être différente. De toute manière, je suis comme ça. Donc, autant le valoriser, en fait, après tout. Et donc voilà. Mais je crois qu'en fait, j'ai vraiment envie de faire de la fragilité quelque chose de beau, quoi. Mais pas fragilité dans le sens négatif du terme. Au contraire. Se dire, mais finalement, en fait, la sensibilité, il y a rien de plus beau. C'est ce qui fait de nous un homme et une femme, humaine, quoi. Et donc voilà. Et je trouve ça toujours super, en fait, d'avoir aussi, nos fractures, d'avoir nos histoires, d'avoir nos casseroles, quoi. Enfin, c'est ce qui fait aussi que c'est beau et qu'on est beau, quoi. Parce que j'ai des ambitions aussi. Je me dis, en fait, j'ai aussi envie que la femme Goodbye Lorette, elle se sente belle, justement dans sa fragilité, dans sa différence, dans ses complexes aussi, parce qu'en fait, je crois qu'on est tous bourrés de complexes. Enfin. Et en même temps, j'ai aussi envie que le chapeau puisse vous rendre belle, en fait, enfin, puisse vous sentir belle, en fait, justement, dans toute votre complexité, enfin, au sens positif du terme. Enfin, on a des complexes, mais justement, l'être humain est complexe et c'est ça qui le rend super beau, quoi. Un grand merci en tout cas, Élodie. C'était vraiment hyper inspirant. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé au micro d'Oser la reconversion. Et je mettrai tous tes liens, évidemment, pour que les auditeurs puissent te suivre sur les réseaux sociaux, ton site internet. Un grand merci, Élodie. Eh bien, merci Claire-Vie, en tout cas. C'était un grand plaisir aussi de partager ce moment avec toi. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire-Vie Rose ou par mail à l'adresse clairvirose@gmail.com.